donc quelle est la problématique de ces formes tardives? C'est quelque chose de beaucoup plus récent que ce qu'a présenté M. Timsit, puisque des symptômes persistants ou résurgents plus de 2 mois après un Covid, qu'on appelle maintenant Covid long, ont commencé à être rapportés au mois de mai-juin de cette année. Alors, il pose différentes questions. Tout d'abord, les définir. On ne sait pas en fait quels sont les critères de guérison réellement d'un Covid. Donc, pour dire que c'est long, il faudrait avoir ces critères de guérison. Les différencier des séquelles, les thromboses, les artérites, etc. Établir la cause de ces événements successifs. Est-ce que le virus persiste? Est-ce que c'est une dysimmunité qui survient sur un terrain génétique particulier? Est-ce qu'il s'agit plutôt de séquelles ou autres? Et puis, vous allez voir, les symptômes sont très pléomorphes. Il faut essayer de les catégoriser, de rechercher les facteurs associés, suivre l'évolution, et là, on n'a pas encore tellement de recul, et préciser leur fréquence. Donc, il y a tellement de questions dans ce champ qu'il est vraiment nécessaire qu'il y ait une recherche coordonnée, qui aille de l'épidémiologie, en passant par la clinique, jusqu'au fondamental. Donc, on commence à avoir des petites choses dans la littérature, mais pas grand-chose. La maladie aiguë dure à peu près 3 semaines, ce qui correspond au délai moyen de clearance virale. Et au-delà de 3 semaines, on a 2 types de tableaux décrits. Les patients hospitalisés avec des formes sévères, chez lesquels on a décrit curieusement des rechutes de pneumonie, avec quelquefois réapparition de charge virale. Et puis, on a des séquelles bien décrites, notamment pulmonaires, qui viennent d'être illustrées par Jean-François. Et puis, plus récemment, on a des patients ambulatoires qui se présentent avec des symptômes persistants ou des symptômes nouveaux à distance d'un Covid qui est initialement mineur ou modéré, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation. Donc, ces patients-là, consultant des généralistes assez désemparés, se sont trouvés un peu en errance et ils ont constitué des groupes dans les réseaux sociaux très actifs. On voit qu'ils échangent entre eux, ils essayent de trouver des solutions. Il y a une errance médicale assez fréquente et au départ, on les traitait de patients psychosomatiques avec stress post-traumatique. La suivante, Bruno. Or, la fréquence n'est pas rare du tout. Une étude italienne a montré, par exemple, que chez 143 patients hospitalisés sans réanimation, 12% seulement n'avaient aucun symptôme après un suivi de 2 mois. Une autre étude allemande, vous voyez que c'est des petites études encore par rapport à ce qu'on connaît des patients de réanimation. Sur 100 patients qui ont eu une IRM à distance avec un délai moyen de plus de 2 mois, on a trouvé en faisant des IRM une inflammation myocardique dans 60% des cas. Le CDC aussi a fait une enquête sur 292 patients PCR+, en ville, et 35% n'avaient pas retrouvé leur état antérieur à 15 jours, en particulier ceux qui avaient plus de 50 ans et des comorbidités. Et récemment, en France, une étude a été menée par les médecins de ville, avec notre équipe, notamment avec Olivier Robineau, et sur 1841 patients, PCR+, qui n'étaient pas passés en réa, donc des patients ambulatoires, une enquête a montré que 44% avaient encore des symptômes à 5 mois, au moins 2 symptômes pour 80% des patients, avec un impact modéré ou nul pour 85%, donc c'est des patients qui ne se plaignent pas, mais un impact quand même important pour 15%. Donc c'est dans ce contexte, la suivante, Bruno, que je vais vous décrire un peu de notre expérience. À l'Hôtel-Dieu, on était un centre d'accueil ambulatoire des patients, notamment pour les soignants et les fonctionnaires de l'État. Et les patients nous ont recontactés à partir de fin mai parce qu'ils souffraient de symptômes prolongés ou résurgents. Donc, on a ouvert une consultation post-Covid qu'on a d'emblée protocolisée avec un accord oral des patients et un avis éthique. Et on a vu donc, là, on en est à 150 patients, mais de mai à juillet, on a vu 113 patients. Sur ces 113, 70 avaient un diagnostic de Covid confirmé par RT-PCR ou sérologie, après exclusion d'un diagnostic différentiel. Et l'objectif de cette petite étude était de décrire leur profil clinique, biologique et radiologique. La suivante. Vous voyez que ces patients, c'est essentiellement des femmes, alors que ce n'est pas du tout le cas dans le Covid, surtout le Covid grave. L'âge médian, 45 ans. 49% avaient un terrain allergique, ce qui est quand même plus fréquent que la population générale. 12% avaient un terrain auto-immun.
Donc ça, c'est à peu près 10% dans la population générale et très peu de tabagiques. La suivante. Voilà le profil clinique des symptômes au premier épisode et lors de la phase prolongée. Donc, vous voyez qu'au premier épisode, on a la fièvre en premier, 73%, anosmie-agueusie, céphalée, asthénie, tout, oppression thoracique, myalgie, dyspnée. Voilà, ça, c'est les symptômes chez plus de 40% des patients. Et en post-Covid, enfin post-Covid ou Covid prolongé, qu'est-ce qui sort? Vous voyez, c'est asthénie, oppression thoracique, dyspnée, mais aussi des signes neurologiques, type de sensation de troubles sensoriels, un peu sur les membres, sur les bras, des brûlures, des sensations de ruissellement, des palpitations, tachycardie, des troubles psychocognitifs. J'ai presque 40 patients avec des troubles de concentration, de mémoire, qui vraiment les obligent à s'arrêter de travailler, donc ils mettent beaucoup de temps à se remettre. Des signes cutanés également. Donc là, c'est la liste des principaux signes qu'on a essayé de classer en quelques catégories. Donc vous voyez, ce qui sort surtout, c'est les signes neurologiques, l'asthénie, les signes cardio-thoraciques. Curieusement, quand on fait le bilan de ces signes neurologiques, puisqu'on a envoyé les patients au neurologue, on leur a fait faire des scanners, des IRM, des EMG, c'est en règle normaux ou peu perturbés, alors que les explorations psychocognitives montrent vraiment des troubles. Quand on explore les signes cardio-thoraciques, là, c'est beaucoup plus rentable. On tombe, comme dans l'étude allemande, sur des myocardites ou des péricardites dans un certain pourcentage de cas. Là, les patients peuvent être soulagés par des anti-inflammatoires ou de l'aspirine. Il y a des signes, la suivante, Bruno, qui sont beaucoup plus déroutants. Je vous montre un des signes, par exemple, c'est des signes vasculaires qui sont surtout veineux. Vous avez ici un patient qui a de temps en temps, de façon inopinée, des dilatations veineuses, puis ça devient très inflammatoire le long des trajets veineux, et puis de temps en temps, on a des rétractions. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une affinité vasculaire, et c'est difficile de se dire quand on voit ça qu'il n'y a pas une histoire virale quelque part. Hein. La suivante. En ce qui concerne le profil de ces patients, vous voyez que donc quand les patients sont vraiment symptomatiques, notre premier réflexe, c'est de rechercher le virus par RT-PCR au niveau rhinopharyngé. Et on a quand même 11 sur 43 patients qui ont une persistance de l'ARN viral au niveau rhinopharyngé. Ça peut aller jusqu'à 4 mois. Donc, c'est une minorité de patients, mais ce n'est pas du tout négligeable. Jusqu'à présent, ça a été décrit dans la littérature, surtout chez les patients sévères, chez les patients post-réanimation. Effectivement, les extrêmes sont jusqu'à 100, 120 jours. Là, on a l'impression qu'il y a une persistance dans certains cas, et ce, malgré l'apparition d'immunoglobuline d'IgG, anti-SARS, d'une immunité humorale, au moins partielle. On ne sait pas s'ils sont des anticorps neutralisants, mais en tout cas, c'est des gens qui ont des anticorps. Et comme déjà décrit, vous voyez, chez certains patients, ces anticorps disparaissent. Si on regarde le patient 10, c'est un patient qui avait des anticorps et qui ensuite les a perdus. Voilà, donc persistance virale chez certains, malgré une réponse humorale présente chez donc, la majorité, et un profil inflammatoire. L'une des hypothèses, c'est qu'il y a une dysimmunité qui est très peu perturbée par rapport aux formes graves de Covid. Souvent, la CRP, ferritine, ce genre de marqueurs sont normaux ou peu élevés. Et les bilans immunologiques, recherche d'anticorps anti-DNA, etc., sont négatifs ou à des titres bas. On retrouve quelquefois des anticorps anti-DNA, des anticorps anti-muscles striés, mais c'est très bas, ce n'est pas le profil des maladies auto-immunes. La suivante. Voilà, donc les hypothèses actuelles, voilà, elles sont au nombre de 4 ou 5. La première hypothèse, c'est la persistance virale. Est-ce que ce virus persiste au niveau rhinopharyngé, au niveau des selles, comme ça a été décrit déjà dans la littérature assez souvent. Il y a un cas également qui a été publié par un groupe francophone qui a montré un cas de cultopositif lors de la rechute, donc c'est quelque chose qui est possible. Pour l'instant, cette excrétion virale, elle a été retrouvée dans le rhinopharynx et les selles, mais on se demande, quand on voit ces signes,
s'il n'y a pas éventuellement une invasion virale ailleurs, peut-être dans le système nerveux, dans l'endothélium, voire dans la muqueuse digestive, dans toutes les cellules qui peuvent être porteuses de récepteurs ACE2. Deuxième hypothèse, c'est la réinfection. Maintenant, il y a sans nul doute des cas prouvés dans la littérature, mais quand même très rares, mais ça a quand même conduit le DCC à faire très récemment une réunion sur ce risque de réinfection. 7 ou 8 sont publiés. Chez nos patients, on n'a pas eu de réexposition avérée. Et les symptômes, vous voyez, sont très différents entre le premier Covid et la forme prolongée. Donc, ça n'oriente pas trop vers une réinfection, mais c'est certainement quelque chose à rechercher. Troisième hypothèse, ce serait une réponse immune inadaptée, peut-être insuffisante, pas excessive, sur un terrain génétique particulier, qui serait responsable d'une maladie post-infectieuse avec une auto-inflammation chronique. Et là, le fait qu'on ait surtout des femmes, beaucoup d'allergies, pas mal de maladies auto-immunes, nécessite d'aller aussi rechercher dans cette direction. Et puis ça, c'est les patients qui eux-mêmes ont fait le rapprochement. Il y a des signes très proches du syndrome de fatigue chronique qui associe des fatigues, des douleurs, des troubles cognitifs et une dysautonomie. Syndrome de fatigue chronique qui a été décrit avec pas mal de maladies infectieuses et qui a aussi été décrit après le SRAS à Hong Kong, dans une étude, vous voyez, où 27% des patients étaient taxés de syndrome de fatigue chronique. Donc c'est peut-être ça, c'est possible. Toujours est-il qu'on ne sait pas à quoi est dû en réalité le syndrome de fatigue chronique. La définition, le critère maintenant reconnu par les Américains, c'est d'avoir un malaise post-effort, c'est-à-dire que les signes s'aggravent après l'effort. C'est ce qu'on voit dans nos séries, c'est des patients qui sont bien et qui tout d'un coup voient réapparaître les signes, ça dure quelques jours, ça s'atténue et ça revient. Donc ils ont ce critère, mais la physiopathologie n'est pas du tout connue. Et puis bien sûr, il y a l'hypothèse aussi psychologique, psychiatrique à prendre en compte. Voilà, donc on a maintenant des articles qui ne sont pas des articles descriptifs, mais qui sont des articles qui alertent, qui commencent à donner des points de vue, comme ici cet excellent article du JAMA qui dit que vraiment il faut faire des études longitudinales, des essais cliniques pour évaluer les conséquences en termes de santé publique et élucider les causes. Suivante, Bruno. Un autre article aussi qui est très intéressant, qui a été fait par des médecins eux-mêmes qui ont été touchés par le Covid et qui ont des signes post-Covid, qui ont proposé aux chercheurs différents axes de recherche, surveillance, impliquer les patients, avoir des services cliniques et des consultations pour ces patients qui pour l'instant n'existent pas, et ne pas oublier aussi les patients qui n'ont pas de confirmation diagnostique, parce qu'il faut voir qu'on a 40% des patients qui n'ont ni PCR faite initialement parce que ce n'était pas indiqué et qui n'ont pas d'anticorps, peut-être parce qu'ils les ont perdus, qu'ils n'en ont jamais développé, mais qui n'ont pas ces critères et qui ont pourtant ces signes-là. La suivante. Voilà, donc au sein d'INSERM Réactif, qui est piloté par le professeur Yas Dampana, un groupe a été créé sur les Covid longs qui se met en place, qui ne s'est pas encore réuni, mais qui a déjà un peu qui réfléchit aux axes de recherche, qui sont d'abord de déterminer le lien entre les symptômes présentés et l'infection à SARS par des enquêtes en population générale qui compareront des personnes qui ont eu la Covid et d'autres, donc des grandes cohortes comme les cohortes Constance ou Sapri-Serros, etc. Déterminer la fréquence et les facteurs associés aux formes prolongées. Donc ça se fait dans des cohortes de patients Covid, comme Covidom ou l'IFEN, où on comparera les patients qui ont des formes prolongées à des formes non prolongées. Donc c'est des études qui sont déjà en cours. Décrire l'évolution clinique des patients qui ont des symptômes persistants et recueillir des échantillons pour la recherche. Donc ça, je vais vous montrer les séco-collectes qu'on va justement faire avec plusieurs collègues qui sont dans cette conférence de Pasteur. Essayer d'expliquer la physiopathologie de ces symptômes. C'est vrai que pour nous, les cliniciens, c'est très important. On se rend compte que c'est seulement quand on aura expliqué ces symptômes qu'on pourra développer ensuite une approche thérapeutique. Et puis, donc, développer des projets de recherche thérapeutique. Pour l'instant, un peu comme pour les formes prolongées, on fait de l'à peu près, on essaye les anti-inflammatoires, l'aspirine, on ne va pas jusqu'aux corticoïdes, ça améliore les patients de façon transitoire.
de façon symptomatique, mais dès qu'on arrête, ça revient. La suivante. Voilà, donc c'est en fait des recherches qui sont emboîtées, vous voyez, avec l'étude des cas qui est au centre, mais qui est une petite part de l'ensemble des études qui vont être menées ou qui sont en cours. Les études au sein de cohortes de patients Covid, les études en population générale, plus ou moins larges. La suivante. Voilà, donc dans ce cadre, avec Olivier Robineau, qui est le de cette étude et qui est au CH Tourcoing, François Göringer et moi-même, et puis tout un petit groupe de pilotage, on a proposé une étude transversale, longitudinale, sur les formes prolongées de Covid. Les patients seront des patients inclus à l'hôpital, mais orientés vers la ville. Ce ne sera pas des patients qui ont des formes graves. Justement, les patients qui ont été en réanimation ventilée seront exclus pour s'attacher à cette population-là. Ils seront suivis 10 mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient déjà 2 mois de Covid. Ils arrivent à 2 mois ou plus et ils sont suivis sur 1 an total. Et à chaque patient on proposera de faire un prélèvement pour des fins de recherche à chaque consultation. Donc, compte tenu, vous voyez, de la fréquence de ces symptômes, on pense que 1000 patients seront facilement incluables, dont 500 avec des prélèvements. Alors, on est conscient que, par exemple, ce qu'on a vu à l'Hôtel-Dieu, c'est peut-être le sommet de l'iceberg, c'est seulement les patients les plus graves. Tout le monde n'a pas de forme comme ça, donc on aura peut-être un éventail de différentes formes. Les objectifs sont donc de décrire l'évolution des symptômes sur une année, de rechercher des facteurs cliniques et psychosociaux associés à une guérison à différents stades, décrire l'asthénie, les pathologies psychiatriques et le retentissement en termes de qualité de vie. Plusieurs équipes de psychiatrie, psychologie sont impliquées, et puis constituer cette banque de prélèvements pour rechercher des causes virologiques, immunologiques, voire génétiques, voire autres, selon les propositions que vous aurez. La suivante. Voilà, vous avez ici le déroulement. Donc, tout le monde aura une visite d'inclusion. Et puis ensuite, en fonction du stade où sont les gens, on les recalera sur le 4e mois des symptômes, 6e mois des symptômes, 12e mois des symptômes. En termes de biotech, puisque c'est ça qui vous intéressera, il y aura des plasmatech, du sang total, de la sérotech. Et puis, en fonction des propositions qui seront faites au conseil scientifique, il pourra y avoir d'autres tissus prélevés. Ce n'est pas impossible. Je pensais par exemple aux patients qui ont des signes digestifs pour lesquels on pourrait avoir envie d'avoir des biopsies digestives ou des selles ou autres.